Bien, bonjour à tous et merci à Jean-Paul de m'avoir convié ici pour partager mes petites recherches sur les mondes numériques. Alors aujourd'hui je vais vous parler en effet de l'écriture sur les réseaux sociaux. Alors parce que avec l'ère du numérique et notamment avec l'émergence des réseaux sociaux, les modalités de relation et de communication se sont fondamentalement transformées. Et sous-jacent à ça, il existe une transformation de l'écriture. Alors, en 2008, la linguiste Naomi Baron de l'Université de Washington écrivait, je la cite, « Pendant 250 ans, un consensus s'était fait autour du respect des règles de la grammaire, de la syntaxe et de l'orthographe. Mais les textes dactylographiés sur les médias électroniques, en particulier les petits écrans des téléphones portables, semble échapper à toute règle linguistique. Elle va jusqu'à parler, je la cite, d'un âge du n'importe quoi linguistique, parce que les gens écrivent beaucoup plus vite, sans prendre le temps de la réflexion. Alors pour autant, est-ce qu'on peut véritablement parler d'un n'importe quoi linguistique dans l'écriture contemporaine? C'est bien là ma question. En effet, avec l'ère du numérique, c'est bien toute la façon d'écrire qui a évolué. Le langage chaté, je reviendrai sur cette notion tout à l'heure, a pris la place d'une écriture classique sur papier, avec un stylo. Et ce langage chaté est spécifique à des échanges spontanés. Alors on va voir sur la toile, et c'est ce que je vais essayer de vous donner comme perspective, qu'il existe des écritures variées, diverses, qui dépendent de leurs usages. Et donc au-delà du simple jugement et surtout d'une inquiétude quant au devenir de l'écriture contemporaine, il faudrait plutôt interroger quels sont les usages de cette écriture et quels sont les apports pour les jeunes d'aujourd'hui. Alors ce que je vais vous présenter maintenant est issu de mon investigation des sites de réseaux sociaux depuis maintenant plusieurs années. Et surtout, il faut avoir en tête qu'il reste énormément de choses à décrypter. Donc on est vraiment là, ici, sur un terrain de recherche où on a peu d'après-coup. Donc voilà, après le temps d'échange est aussi important pour qu'on puisse élaborer ensemble sur ces écritures. Alors je vais tout d'abord vous présenter un peu le langage chaté et qu'est-ce qu'on entend par là. Et ensuite, je vous ferai partager mon exploration des sites d'écrivains en ligne, avec des petites images. En tout cas, là, il faut avoir en tête que Internet ouvre sur une écriture numérique qui va prendre plusieurs supports. On a tout d'abord les commentaires, on a les articles qui sont publiés sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas nos articles dans les revues, c'est-à-dire qu'il y a un comptage de caractères, etc. Il y a l'écriture des chats, il y a l'écriture des chroniques ou des carnets, celle des blogs et des forums. Alors vous voyez que là, on a un panel extrêmement large de ce que c'est que l'écriture numérique. Elle va bien sûr dépendre, cette écriture, de l'implication personnelle du sujet et de son engagement dans le champ de l'écriture. Ce sont deux choses qui sont importantes aussi à concevoir quand on parle d'écriture numérique. Alors, le langage de la machine impose un langage codé. Alors nous, on ne le voit pas parce qu'on a l'impression d'écrire avec des lettres comme on écrit sur le papier, mais derrière, il y a du code. C'est un langage qu'on pourrait qualifier de l'immédiateté. Et cette immédiateté, elle est propre à l'univers numérique, avec la viralité, c'est-à-dire cette diffusion massive, ici et maintenant, du contenu du web. Alors pour aller vite, les adolescents vont utiliser un langage écrit, qui est le langage SMS, phonétique, dénué d'orthographe et de style syntaxique, et dont le vocabulaire est souvent emprunté au langage anglo-saxon. Il s'agit ici d'écrire comme on pense, comme on parle, ici et maintenant. La ponctuation est donc relâchée, la grammaire est déficiente, l'utilisation des raccourcis et des acronymes est majeure. Pierre Auzac va parler de langage chaté pour désigner cette langue numérique entre l'écrit et l'oral. Alors bien sûr, pour éviter les malentendus du face-à-face, on a remis au jour plutôt les fameux smileys, ces émoticônes qui vont nous donner un large panel d'émotions, du rire aux larmes en passant par la colère, mais aussi pour exprimer qu'on a envie de vomir ou qu'on a envie de dormir, etc.
On va ajouter à ce langage chaté les abréviations comme LOL, qui est le pendant en français de MDR, mort de rire. Mais il y a aussi les PTDR, PT de rire, VDM, Big Merde, OMG, Oh My God. Et les jeux vidéo, eux, ont leur propre foisonnement de termes qui vont être, par exemple, quand on est avec des patients qui nous parlent de leurs jeux vidéo, on est complètement perdu puisqu'ils vont nous parler d'XP, de drop, de stuff, de need et de noob. Et donc là, on se dit, bon, on va essayer de créer un petit dictionnaire, c'est-à-dire on va reprendre tous les termes affiliés à ces jeux vidéo pour essayer de comprendre de quoi ils nous parlent. Alors, juste pour vous dire quand même, parce que je ne vais pas vous laisser dans l'incompréhension, XP, c'est l'expérience gagnée. Le drop, c'est la volonté d'obtenir un objet sur un monstre. Le stuff, c'est l'équipement de notre personnage. Le heal, c'est la personne qui va soigner, le soignant d'un jeu vidéo. Le need, c'est exactement comme le terme, c'est ce dont on a besoin. Et le noob, le pauvre noob, c'est le nouveau joueur ou celui qui ne sait pas jouer dans les jeux vidéo. Alors, vous entendez que cet univers des jeux vidéo, mais même du langage chaté, va utiliser des termes beaucoup plus courts pour favoriser des échanges rapides. Alors, selon l'enquête Writing Technology and Twins, qui a été réalisée par la Commission nationale sur l'écriture et l'Institut Pew Internet and American Life, en 2008, donc déjà en 2008 on se questionnait sur l'écriture, cette étude a enquêté sur 700 jeunes de 12 à 17 ans, et les adolescents distinguent cette écriture sur les sites internet via SMS de l'écriture qu'ils qualifient de vraie écriture ou d'écriture réelle. Ce n'est pas une écriture réelle pour eux. Cette écriture numérique est pensée par ces adolescents exactement comme des appels téléphoniques. Elle est donc extrêmement imbriquée dans la communication orale. Cette communication est au centre de toutes les textualités dans les réseaux sociaux. L'écriture numérique est ici un outil de communication, de conversation, pourrait-on dire. Alors, en ce sens, ce nouveau langage numérique va avoir des enjeux multiples. Il s'agit de créer des liens entre pairs, en dehors du regard parental, mais exactement comme toute langue adolescente a toujours mis en place ça, c'est-à-dire de se créer un langage propre que les adultes ne vont pas comprendre. Mais aussi, ça va être de trouver une forme singulière d'expression pour des échanges rapides, immédiats, dans un dialogue quasi oral. Alors, ces caractéristiques de l'écriture numérique vont favoriser un sentiment de présence à autrui et celui d'interaction connectée à l'autre. Alors, bien évidemment, on peut questionner en tant que psychanalyste la possibilité d'une séparation avec ses pairs, puisqu'on est tout le temps en connexion. J'ai parlé d'adolescent machinique, c'est-à-dire que cet adolescent est protésé par son smartphone ou son écran, et du coup est tout le temps en lien avec ses camarades ou avec les joueurs de ces jeux vidéo en ligne. Mais quand même, il apparaît que ça vient soutenir la sociabilité de l'adolescent et surtout l'inscription dans un groupe de pairs. Alors, on entend que cette écriture numérique est engagée dans un échange. Et il me semble que ça, c'est l'enjeu majeur de l'écriture numérique, c'est-à-dire que c'est une écriture interactive. Le Web 2.0, ce fameux web participatif, a une qualité qui est l'interactivité. Et c'est dans ce jeu-là que les enjeux de l'écriture numérique vont être importants, à la fois dans un versant positif ou négatif. Alors, je vais commencer à vous faire rentrer dans le monde numérique des écritures. Depuis 2010, avec les réseaux sociaux tels que Facebook, en 2010, Facebook était le réseau social majeur, il émerge sur ces réseaux ce qu'on appelle des chroniques portées par les adolescents. Donc là, on est dans les années 2010. Les adolescents vont détourner les pages marketing pour faire de la pub pour des marques, et ils vont les utiliser pour écrire des histoires. Ce sont des histoires intimes ou des histoires fictives. Alors, je vous donne juste un exemple. Voilà. Là, c'est un exemple de page. Donc ça, vous le retrouvez, cet exemple-là, je ne vais pas le développer aujourd'hui, vous le retrouvez dans le livre Facebook
l'adolescent face à Facebook. Donc voilà, ça c'est une page Facebook où l'adolescente a écrit son journal. Et vous voyez qu'il n'y a pas de possibilité de serrer, enfin de sélectionner qui va aimer ou pas. On aime la page et puis à partir de là, on est abonné. Ce sont les fans. Elle a 8727 fans en mention j'aime. Et donc, ça se présente exactement comme un profil où elle va petit à petit développer des chapitres de chronique. Donc là, c'est un des chapitres où elle décrit son histoire, voilà. Et les commentaires qui y sont affiliés en dessous. Voilà. Alors, les adolescents racontaient chapitre après chapitre des histoires comme ça sur ces réseaux sociaux. Et puis, à un moment donné, il y a bien sûr des gens, des concepteurs un peu intrigués qui vont se dire tiens, on va ouvrir des sites de réseaux sociaux, de communautés en ligne spécifiques pour les écrivains, en herbe ou en ligne. Et donc c'est là que va se créer des sites comme Wattpad, qui est une des plus grandes communautés d'écrivains en ligne. Donc vous voyez, là j'ai cliqué sur Découvrez, il y a tous les genres qui sont proposés. Donc on écrit les petits, voilà, on met une image pour la couverture de son livre, un résumé, un titre, et puis tout nous est proposé en fonction de nos intérêts, bien évidemment, mais aussi en fonction de la popularité de tel et tel écrit. Là, c'est un profil d'une écrivaine en ligne, qui est Morgane Biegel, qui a eu un très gros succès en France avec son livre qui s'appelle Phoneplay. Donc vous voyez, encore une fois, on a comme sur Facebook, donc là vraiment on est sur des mimétismes de structure de site, une photo de profil, une photo de journal ou de page, et puis ensuite les histoires qui sont proposées par Morgane. Alors il y en a plein, il y a Wattpad, il y a Scribble aussi qui va être développé à la suite de Wattpad, puis ensuite il y aura Fictia, donc on va parler de ces deux-là tout à l'heure, de Wattpad et Scribble. Alors comme sur les réseaux sociaux, les utilisateurs de ces sites, qu'ils soient lecteurs ou auteurs, sont invités à poster des commentaires sur ce qui est écrit en ligne. Et donc on va avoir le texte sur votre droite et sur la gauche, les commentaires. C'est-à-dire que quand on écrit un texte en ligne ici, ligne après ligne, paragraphe après paragraphe ou à la fin du texte, on peut tout commenter. C'est-à-dire que chaque mot, chaque phrase peut être commentée par les lecteurs. Alors pour désigner cet espace d'écriture numérique, il y a un terme que j'aime beaucoup qui a été utilisé dans la thèse d'Elisabeth Clément-Schneider qui parle de paysage scriptural. Et alors, elle décrit ce paysage scriptural comme le fait que l'adolescent est pris dans un tissu complexe entre lui et le monde, tramé d'écrits et jamais figé. Alors, ce paysage scriptural s'inscrit en effet dans une ère de l'écriture qui fait médiation entre soi et l'autre, puisque cette écriture est l'objet de visite et de revisite. Et ceci, c'est vraiment dans l'idée de partager une créativité, de créer ensemble. Les lecteurs vont participer au processus de création du livre ou du récit au moment même où celui-ci est publié, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un effet d'instantanéité. Alors après, l'auteur est obligé de se confronter à cet outil qui est proposé par les sites, c'est-à-dire qu'il est obligé d'écrire par chapitre, c'est ce qu'on appelle le feuilletonnage. On est obligé d'écrire des petites quantités de caractères, et le lecteur, lui, il est obligé d'attendre qu'un chapitre soit publié pour lire la suite. Donc il y a vraiment un jeu comme ça entre le lecteur et l'auteur. Et d'ailleurs, il est conseillé dans les tutoriels de Wattpad d'écrire des petits chapitres pour ne pas perdre son lectorat. Comment ? Je n'ai pas entendu là. Alors, cette interactivité proposée par Internet va bien évidemment engager l'adolescent à faire des choix. Le premier choix, c'est de se montrer au risque d'être jugé.
Et donc ça, c'est ce que j'ai amené avec ce concept de désintimité, c'est-à-dire qu'à partir du moment, alors c'était justement lié à la critique de Serge Tisseron, hein, par rapport à l'extimité, puisque lui, comme le disait Sylvain, pensait qu'il y avait un désir d'extimité d'emblée comme ça dans le fait de se montrer sur les réseaux sociaux, etc. Sauf qu'en explorant les réseaux sociaux, on se rend compte que le désir d'extimité est somme toute relative en fonction justement de cette interactivité, et qu'il me semblait plus juste d'abord de parler de désintimité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on poste quelque chose sur la toile, eh bien, ce petit quelque chose de notre intimité ne nous appartient plus. Il appartient à la communauté virtuelle. Dès lors, si la communauté virtuelle est bienveillante avec nous, hein, et ce n'est pas tout le temps le cas, eh bien, en effet, on bascule dans ce qu'on appelle l'intimité partagée avec un désir, avec une extimité, c'est-à-dire que le retour sur soi est positif et va nous valoriser, va valider notre identité. Mais si la communauté virtuelle est malveillante, eh bien on bascule dans ce que j'ai appelé la désintimité pure, c'est-à-dire la déperdition de cette intimité, hein, de quelque chose qui va venir trouer la construction psychique de l'adolescent. On pourra en parler après, c'était juste pour vous définir. Donc l'adolescent fait un choix. Je vais me montrer au risque d'être jugé. Mais il va aussi se positionner dans ces sites d'écriture, puisque l'interactivité va demander à l'adolescent auteur d'agir, à l'adolescent lecteur d'agir directement sur l'écriture et à l'adolescent auteur de réagir à ce que le lecteur a écrit et a commenté. Donc, l'écriture numérique est sans cesse en recomposition. L'écriture initiale va être réagencée au fil des commentaires. Cette co-construction vient pointer ce qui avait déjà été pointé par Walter Benjamin en 1930, quand dans les journaux apparaissent les courriers des lecteurs, et il écrit « Entre l'auteur et le public, la différence est en voie, par conséquent, de devenir de moins en moins fondamentale. Elle n'est plus que fonctionnelle et peut varier d'un cas à l'autre. À tout moment, le lecteur est prêt à devenir écrivain. La compétence littéraire ne repose plus sur une compétence spécialisée, mais sur une formation polytechnique, et elle devient de la sorte un bien commun. » Fin de citation. Alors en effet, à l'ère du numérique, tout le monde peut s'essayer à devenir écrivain. Que ce soit pour écrire un roman, une fiction, un journal intime, une autobiographie, une poésie, tout est possible. C'est la temporalité et le rapport à la création qui s'en trouvent bouleversés, puisque l'auteur ne va plus s'isoler seul dans sa maison de campagne pour écrire son roman. Il va dévoiler au fil de sa construction ce récit, et l'écriture va se faire petit à petit aux yeux de tous. Un chapitre publié n'est donc jamais définitif. L'auteur corrige ses fautes en fonction des relecteurs ou des remarques dans les commentaires. Parfois même, ceci va impliquer que la trame de l'histoire va changer en fonction des commentaires. Il va même y avoir, à un moment donné, quand l'auteur part en vacances pendant un mois, etc., des petits intermèdes au cours du livre pour s'excuser de son absence. Donc il y a vraiment quelque chose, une considération au lectorat. Il émerge ici ce que l'on pourrait appeler une écriture modelable interactive. L'écriture devient pâte à modeler au service d'une intersubjectivité. Alors, quand même, pour ne pas dire que je raconte des trucs, les auteurs, eux, vont dire véritablement qu'ils sont en quête de cette interactivité. Par exemple, Iliana va expliquer, je la cite, elle a 15 ans, « Les personnes sur Wattpad sont très réceptives. C'est ce qui en fait son charme. Peu importe ce qu'on écrit, on trouvera toujours au moins un lecteur. » Louane, elle, me dit « J'apprécie surtout la possibilité de communiquer directement avec mes lecteurs, de prendre en compte leur avis, de faire progresser l'histoire selon leurs attentes, et il est surtout question d'échange, et les retours peuvent être bénéfiques. »
Alors, Aurore Potter, que je vous montre ici. Alors, elle a sa page Wattpad et en plus, elle a un blog où elle explique en plus toutes ses expériences d'écrivain en ligne. Et elle écrit « Personnellement, j'ai expérimenté la plateforme des deux côtés, en étant auteur et lecteur. J'ai publié certains de mes écrits, et une chose que je retiens, c'est le partage direct avec les lecteurs, qui sont tellement encourageants et épanouissants. Vous pouvez tester vos écrits et vous améliorer grâce aux personnes vous laissant des commentaires, et qui ont ainsi plus d'objectivité et de recul sur votre propre histoire. C'est une très bonne chose, dit-elle. Vous pouvez ainsi avoir des bêta-lecteurs en quelque sorte. Et c'est bien ça qui est intéressant pour reprendre son expression, c'est que cette écriture interactive est une écriture version bêta, c'est-à-dire soumise aux lecteurs pour que ceux-ci détectent les bugs, les incohérences et testent cette version expérimentale de l'écriture. La fonction du regard de cet autre, qu'on pourrait appeler un alter écho, dans l'écran miroir, où il devient presque un double dans cet écran miroir, est de révéler le créateur à lui-même. Bien évidemment, ici se faufile un rêve adolescent qui est celui de devenir célèbre, qui est majoré par la télé-réalité et par les réseaux sociaux, ou quand même à moindre échelle, puisque certains adolescents sont plus réalistes, c'est de gagner le concours d'écriture que chacune de ces plateformes propose. Il y a toutes les semaines des concours d'écriture. Et donc voilà, il y a aussi ce rêve de pouvoir gagner le défi du mois ou le défi de la semaine. Ces interfaces d'écriture modelable peuvent devenir, pour certains adolescents, un lieu de révélation à soi-même. Alors que pour d'autres, les lecteurs, l'objet créé va devenir support d'identification. En effet, là où les auteurs vont trouver un moyen de s'améliorer, de se valoriser, les lecteurs, eux, se retrouvent dans les histoires. Soit par passion d'un genre, soit par retrouvailles avec une expérience vécue. Et on va voir un petit peu comment ça se tisse dans ces interfaces. Alors, bien sûr, comme l'écriture interactive prend plusieurs formes, là, moi, j'ai souhaité m'axer sur une forme, qui est le journal intime et l'autobiographie, parce que sinon, c'est trop vaste. Alors, Wattpad, lui, va pas parler de journal intime en tant que tel, parce qu'il y a des sites de journaux intimes, diariste.com, diarist.fr, monkey.com et diary.com. Ça, c'est vraiment des sites où on va écrire son journal intime et on peut le mettre en privé ou en public, etc. Voilà. Wattpad, lui, ne parle pas de journal intime en tant que tel, mais il va proposer d'écrire ce qu'on appelle des non-fictions. Alors, dans ces non-fictions, souvent, le sens de cette mise en visibilité de soi est de transmettre et de partager une expérience. Alors, Marie Leoncini et Jean-Marc Liberato notent que ceci permet un travail sur soi, qui permet d'interroger son propre vécu, de faire le point sur sa propre vie. Alors moi, j'ai été un peu plus loin dans ce travail sur soi, entre guillemets, puisque j'ai proposé le terme de virtualescence, ce néologisme qui vient de virtuel et d'adolescence, pour pointer que dans cette relation de l'adolescent à ses espaces numériques, où il se crée ce fameux petit moi virtuel, eh bien, il y a un processus de transformation psychique chez l'adolescent. C'est-à-dire que dans ce rapport-là, l'adolescent va pouvoir mettre au travail de façon secondaire ces processus adolescents, remaniement identitaire, investissement narcissico-objecto, etc. Donc il y a bien quelque chose qui se passe dans cette interactivité avec ces autres derrière l'écran. Alors là, on est toujours... Là, on retourne sur Wattpad avec Manon. Donc, Wattpad va offrir à certaines adolescentes, dont Manon fait partie, un espèce d'exutoire qui va être loin du regard des proches, notamment des parents, et surtout avec l'anonymat. C'est-à-dire que, par exemple, Lila va dire « Il m'est plus facile d'écrire des histoires sur ces sites à des inconnus plutôt qu'à mes proches,
puisque je me sens en sécurité, paradoxalement, derrière mon écran. En face, j'aurais peur de leur jugement. Personne dans mon entourage ne sait que j'écris, là. Alors, une autre jeune fille va dire, quand elle écrit sur Wattpad, c'est un peu comme si j'écrivais mon journal intime, c'est mon jardin secret. Manon, elle, qui est cette jeune fille qui a écrit Projet Harcèlement, va écrire sur Wattpad comme phrase d'introduction de son profil, depuis petite, j'écris ce qui me passe par la tête. Le psychanalyste est un peu happé par cette phrase qui évoque l'association libre, et on va y voir un petit peu de plus près. Manon, sur sa page, a 3 œuvres, c'est le terme utilisé dans cette plateforme, un roman pour adolescents, une nouvelle et une non-fiction. Lors de son premier chapitre du One Book, c'est-à-dire ce livre où on raconte sa vie, qui est un peu le journal intime, elle se décrit comme une fille assez simple et banale avec une vie de merde. Je suis ce genre de fille détruite par le chagrin et la déception, par l'idéalisation d'un monde parfait, sans peur et sans crainte. Le lecteur se rend vite compte que cet écrit sera autobiographique et qu'il va se constituer comme un journal intime en ligne. Ce journal intime va être écrit après un premier écrit autofictif. C'est-à-dire qu'il y a quand même une évolution. Elle s'essaye avec sa première œuvre de roman adolescent. Ensuite, elle a écrit ce roman Harcèlement qui est un roman autofictif. Et ensuite, elle va aller vers le journal intime. C'est comme ça que ce profil-là va évoluer. Et donc, dans cet écrit autofictif, Harcèlement, j'ai perdu le contrôle, le prologue commence par: cette histoire est inspirée de faits réels. Le harcèlement détruit une personne, elle a des conséquences très graves sur la victime, le harceleur, mais aussi les témoins. Le nom des personnes ici sera fictif. Je n'ai pas mis les vrais prénoms pour raison d'anonymat. Ça, c'est juste le prologue. Le sujet est lancé, les commentaires affluent. L'une des lectrices écrit: moi-même, j'ai vécu ça. Et en effet, le harcèlement a un effet dévastateur. Une autre réenchérit, touchant. Moi aussi, j'ai vécu le harcèlement et je comprends. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Le premier chapitre va commencer par la présentation de son personnage. Camille a 16 ans. Elle raconte son histoire. Arrivée dans un collège privé en 5e, elle fait l'objet de quelques moqueries à son arrivée, puis elle se lie d'amitié avec Célia, qui va devenir sa meilleure amie. Elles partent en voyage scolaire pendant lequel Camille va avoir une petite amourette. Alors là, pendant quelques chapitres, elle nous décrit un quotidien adolescent très lambda. Mais au retour des vacances de Noël, elle dit que 2 garçons la prennent en bouc émissaire. Elle va écrire: ça a commencé avec des insultes sur mon physique. Tu es moche, tu ressembles à rien. Pendant plusieurs semaines, je passais au-dessus de toutes ces critiques, mais c'était devenu quotidien. Il ne s'attaquait pas que sur mon physique, mais aussi sur mon poids. Tu es grosse. Tu as tellement un gros cul que tu ne pourrais pas passer les portes. Et j'en passe. Les commentaires des lecteurs s'inscrivent sur le côté droit. Commentaires révoltés, mais aussi partage de conseils, d'expériences. L'une des lectrices réagit au paragraphe où Manon explique qu'elle n'est pas allée voir les adultes de son collège en faisant part de sa propre expérience. Cette lectrice écrit: c'est vraiment compréhensible que tu n'aies pas été voir les adultes. J'ai aussi vécu une situation compliquée au point où en parler aux plus grands était devenu une obligation. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Mais une chose, les harceleurs dépendent de ceux qui les écoutent, alors ne les écoute pas. Ignore, même si c'est dur. À travers ces commentaires interactifs, un dialogue s'instaure entre auteur et lecteur, laissant alors paraître d'autres ressentis et vécu de l'auteur, en dehors du texte et du récit de chapitres. Par exemple, une jeune fille réagit au texte de Manon et écrit: c'est vrai, ça s'appelle le bourrage de crâne. Plus on te rabâche que tu es grosse, au bout d'un moment tu finis par y croire. Et ceci pour évacuer la douleur et la lassitude. Manon répond: totalement. À ce moment-là, je pensais vraiment qu'il s'infiltrait dans mon cerveau, il a trouvé mon point faible et l'a utilisé.
Manon écrit finalement 11 chapitres dans lesquels elle réécrit son histoire. Elle se réinvente dans cet objectif de témoigner du harcèlement. Elle termine son livre par une page de remerciements à ses lecteurs qui sont arrivés au bout de 11 chapitres à 2000. Et ensuite, 1 an plus tard, elle écrit un après-coup de l'écrit où elle dit « Il y a 1 an, j'ai écrit harcèlement, j'ai perdu le contrôle. J'ai écrit ceci en 1 semaine. » L'instantanéité de l'écriture numérique. Quand j'étais malade, et surtout pour évacuer tout mon mal-être. Elle ajoute qu'elle a fait vivre, au travers de Camille, son personnage, le harcèlement qu'elle a vécu. Ce personnage auto-fictif, en tant que double, recevant la projection de son désarroi intime, comme dirait Otto Rank, permet à Manon de se distancier de son vécu. Elle écrit ensuite « J'ai besoin d'écrire pour oublier. Vous êtes de plus en plus nombreux à lire mon histoire, alors merci infiniment. C'est peut-être petit pour vous, mais énorme pour moi, car une petite part de confiance en moi que j'avais perdue revient petit à petit. Tout ça grâce à vos commentaires et à vos notes. Alors, merci. » Nous voyons ici, comme l'écriture, mais comme l'écriture depuis tout temps, et depuis que de nombreux psychanalystes y travaillent, revêt une fonction restauratrice du moi pour celui qui l'écrit. Elle constitue ici un lieu de repli, paradoxalement, de ressourcement, dans une mise à nu, avec un endroit hyper connecté pour lécher et penser ses blessures. Il est donc essentiel d'entendre que cette narration de soi n'est pas une monstration oustrancière de son intimité et de sa vie, mais véritablement peut être l'enjeu pour certains adolescents, bien évidemment, et en fonction du public qui accueille cette intimité, l'enjeu d'une possible métabolisation du moment adolescent dans un partage avec un autre, devenant le témoin des effrois adolescents. Ceci est un exemple parmi tant d'autres. Ma question était, mais bon, allez, c'est Manon, il y a eu Elsa sur Facebook, là il y a Manon, etc. Mais est-ce que sur les autres sites d'écrivains en ligne, c'est la même chose? Qu'est-ce qui s'y passe? Donc, en tant que petite chercheuse qui va se glisser dans les réseaux sociaux, j'ai été voir Scribd. Dans le classement des sites en ligne d'écrivains en ligne, eh bien, Scribd est en tête de liste, puisque ce site se démarque de Wattpad véritablement en essayant de donner une patte de vrais écrivains. C'est-à-dire que sur ce site-là, on va vraiment devenir des vrais auteurs. Alors, du coup, il n'y a pas du tout de journaux intimes ou de non-fiction sur Scribd, mais il y a la catégorie du genre autobiographie. Scribd va nous dire, il propose, lui, d'être l'endroit idéal pour écrire et progresser dans votre art. Donc déjà là, on n'est plus dans le même niveau, le même niveau que Wattpad. Il s'agit sur cette plateforme de publier son œuvre, c'est vraiment dit comme ça, et d'emblée la communauté est réunie par cet intérêt commun de créer une œuvre et de s'améliorer dans son style d'écriture. Les commentaires, quand on lit les récits, n'ont vraiment pas du tout la même teneur que ceux de Wattpad, puisque les premiers commentaires, quand on s'arrête juste aux premiers commentaires, sont de véritables critiques sur le rythme, sur les fautes d'orthographe, sur la syntaxe, sur toutes ces choses-là qui vont améliorer le récit. Et puis quand on finit et quand on glisse, quand on fait filer les commentaires, on se rend compte que ceci n'est qu'apparence. Alors, voilà, ça c'est juste le mur d'actualité de Scribd. Vous voyez qu'il est beaucoup plus dépouillé que Wattpad. Ah, hop, je te le remets. Alors, on va parler d'Agapé sur Scribd. Ça c'est pareil, c'est sa page de profil, toujours la même chose. Et donc elle a Agapé 17 ans, elle est en terminale littéraire, elle est passionnée par l'écriture et par la lecture, et elle va s'essayer sur Scribd à
a plusieurs romans historiques, elle en a je crois 7 ou 8, c'est ce qu'on voit là en bas. Et elle va proposer une autobiographie qui est Pensée adolescente, qui est tout au bout. Alors elle introduit cette autobiographie comme un journal de bord d'un voyage involontaire, parce que tout le monde a besoin de se confier, de consigner ses ressentis. Ce recueil est pour elle un ensemble de textes écrits à des moments qu'elle qualifie d'émotions intenses, sur des événements insignifiants au cours de l'histoire, mais s'étant réellement déroulés dans la mienne. L'écriture d'Agapé prend une autre forme que les écritures de chroniques en temps réel des journaux intimes, que j'avais qualifiées d'écriture à vif. C'est-à-dire que véritablement, dans ces chroniques ou dans ces journaux intimes, il y a quelque chose où on va se décharger de ce qui assaille l'adolescent ici et maintenant, de ses émois. Donc il y avait quelque chose de très brut dans l'écriture, qui n'empêchait pas qu'au fil des lecteurs et des commentaires, elle soit retravaillée, cette écriture, mais il y avait un jet comme ça, sur la toile, des ressentis. Ici, pas du tout. On n'est pas dans l'écriture à vie, c'est-à-dire que ce qu'elle propose d'emblée est une écriture qui est très travaillée. Alors, ça c'est ses romans, voilà, le chapitre 1, vous voyez comment ça se présente. On est très très proche de la page papier, finalement, ou de notre page Word. On a du coup un titre, 3 minutes de lecture, c'est le site qui fait un calcul en fonction des lecteurs, combien de temps ils ont passé sur cette page-là pour arriver au bout de la page et être aux commentaires. Et donc, voilà, c'est le premier chapitre de ces pensées adolescentes. Agapé, elle, va utiliser l'espace dans le texte pour donner un rythme particulier ou mettre en valeur certains mots. Par exemple, sur la fin, vous voyez, elle finit par juste une étape. On est très proche de certaines poésies, de certaines narrations poétiques. Et dans ce moment ici, elle va nous raconter, elle nous parle de son déménagement de Paris à Kinshasa, puisqu'elle est obligée de suivre ses parents diplomates. Les premiers commentaires vont s'attarder sur quelques conseils pour améliorer le récit. Et au fil des commentaires apparaît une finalité qui est très proche finalement de ce qu'on retrouve avec Manon et ce qu'on a retrouvé dans les chroniques adolescentes sur Facebook. Donc il y a quand même quelque chose comme ça qui revient. Sans qu'on... Même si la première finalité était de dire non, on écrit comme des vrais écrivains. Eh bien, une des lectrices qui s'appelle Aigrefine va écrire dans un commentaire. Eh bien, dis donc, Agapé, je ne savais pas qu'il t'arrivait tout ça. J'en suis désolée, ça n'a pas l'air agréable de se retrouver perdu comme ça au Congo contre son gré. Grand courage à toi et reste forte. Continue à écrire, parce que tu le fais très bien, même dans une situation compliquée. Agapé répond. Je ferai de mon mieux pour voir en quoi la situation pourrait me profiter, même si pour le moment, elle m'horripile. C'est un peu pourquoi j'ai continué à être aussi active sur Scridet. Écrire me distrait du déménagement. Merci beaucoup en tout cas pour tes encouragements et ton passage ici, c'est très gentil. Elle ajoute un peu plus loin, l'écriture, ça me permet de me distraire et de me sentir un peu plus comprise. Times Wasted Writer lui écrit « Si tu as besoin de parler, n'hésite pas. En ce qui concerne le style, toujours très frais, pur, simple, sans faute. Merci pour ce partage de ta douleur, qu'on ressent aussi à travers tes lignes. J'espère au moins que l'écriture t'a apaisé. » Agapé répond. L'écriture a de bien qu'on peut se défouler et mieux se faire comprendre. C'est donc à mon tour de te remercier. Au fil des commentaires, Agapé, pareil qu'avec Manon, se livre de plus en plus. Nous apprenons qu'elle déménage d'une année sur l'autre, que la perte de repères est de plus en plus compliquée pour elle à cet âge adolescent, que la rupture des liens avec ses amis proches est douloureuse et qu'elle n'apprécie pas le mode de vie au Congo, qui est bien trop éloigné de ce qu'elle a connu jusqu'à présent. Elle semble alors retrouver sur cette plateforme d'écriture un lieu qui ne bouge pas, reste ouvert à toute heure du jour et de la nuit, au-delà de toutes les limites géographiques. Elle retrouve ses lecteurs, devenus intimes, selon leurs propres horaires. Les lecteurs en oublient les critiques sur l'écriture et proposent des conseils de vie. Par exemple, à
Alain, qui est un père d'un adolescent de 15 ans, lui écrit « Essayez de dialoguer avec vos parents, d'exprimer vos sentiments, de profiter de cette expérience unique bien qu'imprévue. » Alors, à la lecture de ces commentaires, il se crée pour le lecteur que je suis, puisque je participe à cette lecture, une sorte de familiarité. Tout se passe comme si j'assistais à une conversation entre amis. Agapé me devenant connue, touchante, je suis ici avec eux, qui ne sont plus là, inconnus mais connus, ouvrant sur ce sentiment d'être en présence d'autres, au lieu même de ma solitude de navigatrice chercheuse sur Internet. Un paradoxe donc. Écho au paradoxe adolescent. Ce paradoxe adolescent se retrouve dans cette nécessité de la décharge pulsionnelle, de la mise en acte d'un actuel assaillant qui empêche la pensée, qui va encombrer l'affect. Et Agapé dira d'ailleurs qu'elle écrit ce premier chapitre au moment même où elle le vit, sur la table des convives, alors que tout le monde est en train de se dire bonjour et bienvenue dans cette arrivée au Congo. D'un autre côté du paradoxe, l'adolescent a cette nécessité d'assurer une continuité d'existence, afin d'étayer son moi. Cette interface d'écriture numérique interactive propose donc d'accueillir et de transformer la décharge en la médiatisant par la machine virtuelle, par le site et par les lecteurs, tout en inscrivant sur la surface des traces d'une continuité, celle de son existence à travers un récit. La plateforme Scribd devient donc le lieu d'une intimité partagée, elle-même porteuse du paradoxe, puisqu'il s'entend partager ce qui n'est pas partageable, c'est intime, en attente certes d'un retour sur soi, mais bien plus d'un holding psychique par la communauté virtuelle. Dans cette résonance avec ses propres paradoxes, l'adolescence y trouve une forme d'expression qui lui correspond. Il s'agit ici de la mise en commun, comme disait Benjamin, de fond commun, d'intimité à l'écran, qui crée ce fond commun d'intimité partagée où chacun va se reconnaître. L'objectif de cette mise en ligne est donc de créer des communautés d'images de soi, et le sujet, par l'écriture, crée un lien avec l'autre. Cette écriture interactive, en ouvrant les frontières de la page papier à une page de toile numérique, soutient à la fois le lien social, mais également la fabrication de l'adolescent, en ce sens d'une véritable entreprise de transformation de soi, de self-fabrication, pour reprendre le terme de Michel Léris, qui avait été cité par Anne Brun, qui lui permet de se créer lui-même par la création. Et là, on entend une fenêtre, comme Internet, on ouvre des fenêtres, on entend ici une fenêtre ouverte sur le processus adolescent, en tant que se créer adolescent, pour reprendre Buton, qui peut vraiment ici s'entendre. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un processus via l'écriture, dans l'interactivité avec les autres, dans se créer, advenir adolescent. Alors, pour conclure, il y a encore beaucoup à exploiter, et notamment ce genre très prisé par les adolescents, qui est la fanfiction, qui ont un succès, fanfiction, qui a un succès phénoménal auprès des ados. Les fanfictions, ce sont ces récits qui continuent ou comblent les béances des séries télévisées. Vous savez qu'en 2010, il y a une grosse grève des scénaristes des séries américaines, puisque les scénaristes créent, en fonction des commentaires des spectateurs, la série du jour au lendemain, enfin, d'une semaine à l'autre. Donc quand ils étaient tous en grève, il n'y avait plus de série possible. Eh bien, les jeunes, les ados, ont repris ce phénomène pour créer ce qu'on appelle des fanfictions. Et là, par contre, c'est pour créer la vie des stars qu'ils aiment bien. Donc, il y a Justin Bieber, etc. Donc, ils essayent d'imaginer ce qui se passerait pour eux dans leur vie. Alors, ici, il y a aussi énormément à travailler, de comprendre ce phénomène-là. En tout cas, ce que je voulais vous transmettre ici, c'est que certes, l'ère numérique va transformer l'écriture. Elle propose une modalité qui va se situer dans l'entre-deux, entre intimité et extimité, entre soi et l'autre, entre oral et inscription de traces et de symboles. Et l'écriture numérique se définit véritablement comme une constante, dans une constante évolution.
dans un continuum entre l'auteur et le lecteur. Et donc ça fait d'elle, à l'heure d'aujourd'hui, une écriture collective. Il ne faut aussi pas oublier, et ça c'est très important, que cette écriture numérique, elle dépend des situations dans lesquelles l'écrivain ou le lecteur est engagé. Elle va se transformer avec ces situations. C'est-à-dire que le langage chatté des SMS n'est pas le même que l'écriture connectée que je vous ai montré, interactive que je vous ai montré ici, n'est pas la même non plus les fanfictions que les journaux intimes. Tout ça est très différent. Alors, je reprends encore Elisabeth Clément-Schneider qui écrit « Les adolescents ont lieu par l'écriture. L'écriture est alors l'outil de la dynamique identitaire qui, en permettant de modifier les agencements spatiaux et de faire basculer de l'espace au lieu, permet aux adolescents de s'engager précisément dans le processus de socialisation ou d'individuation. » Elisabeth Clément-Schneider est géographe. Elle a travaillé sur espace et lieu de l'écriture en tant que géographe. Alors, cette écriture en ligne, en effet, qu'elle soit écriture à vif, écriture connectée, écriture romancée, semble mettre au travail le « je suis » winnicottien. Dans une intersubjectivité qui porte la subjectivation de l'adolescent. L'écriture est ici à entendre dans un mouvement d'autonomie, de séparation-individuation, et à partir de cette position, comme le pointait Winnicott, je suis en vie, je suis moi-même, tout devient créatif. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui.